On va poursuivre et terminer notre série sur les initiatives d'entreprise en se rendant à Québec à la Fondation Saint-Roch. Et je vais inviter pour l'occasion Mme Magali Lavigne, qui est la directrice générale de la Fondation et qui va nous parler, bien sûr, de l'église Notre-Dame de la Jacques-Cartier, que certains d'entre vous connaissez comme un exemple de transformation, mais aussi tout le travail, le support de la Fondation dans les initiatives qui sont menées dans ce quartier. Mme Lavigne. Bonjour tout le monde, merci pour votre écoute. Alors, voyons voir comment ça part. Ça marche, super. Bien heureux de ça. Alors en fait, la Fondation Saint-Roch a été créée à l'initiative du curé Mario Dufour en 1997 et elle a contribué très grandement à la revitalisation du quartier Saint-Roch, notamment au moment où le mail a été défait, effectivement, pour les populations qui étaient présentes dans ce quartier-là. On citera en exemple, parce qu'on est un incubateur social, la coopérative dont on va parler aujourd'hui, bien sûr, de Jacques Cartier. On a la corderie également, les carrefours communautaires que nous avions implantés dans l'église Saint-Roch et l'international des musiques sacrées. Alors, la Fondation a des activités en fait bien diversifiées et elles sont multiples. C'est vraiment à partir de l'idée que l'Église est un lieu de rassemblement de vie et une vie communautaire que toute la vocation et l'animation du quartier pour offrir des plateformes et des rencontres pour les diverses populations se sont créées pour et autour du quartier Saint-Roch. Alors, si vous regardez un petit peu, on a les initiatives de fêtes de quartier, comme la fête de Saint-Roch par exemple, des initiatives plus insolites comme la bénédiction des chiens, qui fait fureur, je peux vous le dire. Avoir 400 chiens dans l'église, c'est assez particulier et très couru comme événement. Des activités de levée de fonds, évidemment, et puis de grandes initiatives citoyennes, comme par exemple le forum sur la mixité sociale que nous avions proposé dans le quartier Saint-Roch. Au niveau des églises, bien sûr, vous connaissez l'International et le Festival des musiques sacrées. On parlait tout à l'heure des églises et le lien avec la musique. Il se fait ici, bien entendu, naturellement. Alors, la Fondation Saint-Roch est en mutation. Depuis 2010, elle se consacre maintenant exclusivement à la protection du patrimoine immatériel. En fait, avec un projet que nous sommes en train de mettre au monde, qui s'appelle les chantiers apprentissage, qui sont dans la philosophie du compagnonnage. On comprend bien qu'on parle beaucoup du patrimoine bâti, mais pour restaurer notre patrimoine bâti, si nous n'avons pas de relève, eh bien évidemment, nous allons trouver un problème de taille. Alors, notre belle histoire, Notre-Dame de Jacques Cartier, c'est bien, c'est des racines profondes avec une sève nouvelle, effectivement. On ne peut pas dissocier le projet et l'évolution de notre Église avec, en fait, la réalité du quartier Saint-Roch. Et cette réalité, en fait, a vraiment induit tout ce qui est émergé, tout ce qui est né avec les initiatives tant à Saint-Roch qu'à l'église Notre-Dame de Jacques Cartier. Alors, je vous ramène un peu loin, mais je suis sûre que vous allez vous en souvenir de tout ce qui était incitation du mail Saint-Roch, bien sûr. Saint-Roch, c'était un des plus anciens faubourgs ouvriers de la ville de Québec, et il a été longtemps un quartier extrêmement prospère et populeux de la capitale. Malheureusement, dans les années 60, et vous le savez, on connaît une baisse d'activité dans le quartier au profit des banlieues, des grands centres commerciaux évidemment, et l'ère des grands magasins est révolue. Alors, Saint-Roch ne fait plus le poids. Alors, on essaye d'être créatif. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme initiative, comme idée? Et la grande idée en 1974 était de créer un mail couvert à hauteur d'un investissement de 5 millions qui avait été financé par 3 paliers de gouvernement distincts. Voilà. Sauf que cette initiative est peu porteuse et que nous avons ce grand visionnaire qui était monsieur le maire Lallier, qui au milieu des années 90 se dit, écoutez, si on veut créer l'espoir d'une société nouvelle dans un quartier qui est de plus en plus à l'abandon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? D'abord, premièrement, il y avait cette idée de revitaliser ce quartier-là. Comment on fait? Une population qui est déjà existante et qui est déjà en place. Il faut en tenir compte. Cette population-là, elle habite le mail Saint-Roch. Ce sont des personnes sans domicile parfois aux prises avec la drogue, parfois aux prises avec des maladies mentales et d'autres problèmes de prostitution, etc. Je vous rappelle également qu'il y avait la guerre des motards à l'époque dans ce quartier-là. Donc vraiment, il faut considérer cette ouverture
avec un regard neuf et une vision à long terme. Alors, y apporter une nouvelle population, c'est certes très intéressant, va être créatif au niveau architectural aussi, mais qu'est-ce qui va se passer pour ces populations-là? Il va bien falloir y trouver une solution. Et comme disait une urbaniste que j'aime beaucoup à Québec, Odile Roy, nous sommes condamnés à la mixité sociale, étant donné que dans le quartier Saint-Roch, vous avez à peu près un tiers des logements qui sont des logements sociaux. Alors, l'embourgeoisement du quartier, certes, les affaires, certes, le multimédia, magnifique, mais que fait-on de ces populations-là? Alors, l'idée a été créée justement de se dire, bien, déjà, requalification d'église est intéressante dans ce sens que nous allons apporter à ces organismes communautaires qui œuvrent auprès de ces populations-là un espace, un lieu de travail qu'ils vont pouvoir financer. Parce que c'est sûr que d'être au centre-ville, avoir des bureaux, avoir des espaces pour desservir ces clientèles-là, le pied carré coûte cher. Alors, de retravailler tous les sous-sols, par exemple, de l'église Saint-Roch, a permis d'y créer et d'y implanter le carrefour communautaire tel qu'on le connaît, et aussi, à ce moment-là, de desservir les communautés qui en avaient besoin, et de créer un lien et de jeter un pont entre les nouveaux arrivants et les anciens déjà bien implantés dans le quartier. Voyez-vous ? Donc cette histoire de requalification, bien sûr, doit être au départ aussi économiquement viable et doit aussi travailler à l'intégrité architecturale des bâtiments. Et ça, c'est pas gagné d'avance, pour s'ajuster aux réalités de la communauté, du milieu et du quartier. Et ça, on ne le dira jamais assez. Nous, on a pu exister avec Saint-Roch, on peut exister avec Jacques Cartier, parce que c'est bien une initiative de la population et de la communauté. Ça va ? Ensuite, il y a toute la question de la mixité. On le dit, il y a une vie très active, le nouveau Saint-Roch en plus, des magasins, le multimédia, tout ce qui était universitaire, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on peut proposer des activités qui vont satisfaire tout le monde? Et ça aussi, il faut être créatif et innovant. Alors, pour la Fondation, à l'époque, la requalification était évidemment très intéressante parce qu'elle nous a amené à développer un concept qu'on appelle aujourd'hui et qui est bien connu, le patrimoine de proximité, et qui a su en fait nous inspirer vraiment une vision un peu plus particulière de la culture en général. Et pour nous, ce que cela veut dire en fait, c'est qu'il faut que le patrimoine bâti reste debout, c'est certain, mais il doit être vivant, il doit être utile aussi, puis signifiant dans le cœur des gens. L'accès au beau, la prise en charge spontanée par le milieu sont autant d'angles de travail. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Quand on parle de beauté, par exemple, ce matin, c'était très, très, très bien dit, cette émotion, le sentiment, le contexte humain aussi lorsqu'on rentre dans une église, eh bien, peu importe qu'on puisse apprécier le beau simplement par l'intellect, il y a une partie plus profonde en nous qui aspire à la beauté. Donc de pouvoir l'offrir aussi, puis c'était une des initiatives, par exemple, avec l'International des musiques sacrées, de créer des expositions, de créer des animations autour des artisans, du beau geste, de comment ces églises ont été construites autrefois, etc., sont autant d'initiatives qui satisfont une grande part de la population et qui permettent de jeter des ponts et d'intégrer ces populations et de les faire vivre ensemble. En fait, le mot-clé et le mot d'ordre, c'est vraiment de permettre de faire vivre. Alors, à ce titre-là, la Fondation avait déposé un mémoire à la Commission de la Culture en 2006. Parce qu'il est certain que le patrimoine architectural représente un potentiel évidemment important pour servir la communauté, sur les plans économiques, mais aussi au niveau social et au niveau culturel. Il ne faut pas oublier que les églises sont bien à caractère public. Toute la communauté civile d'un temps donné a participé à leur construction, à leur entretien. Alors même s'il est vrai qu'aujourd'hui ces églises sont désaffectées, on ne s'y présente plus nécessairement pour le culte, elles restent et demeureront toujours un lieu de socialisation, d'identification et aussi d'appartenance. Alors pour nous, en fait, un patrimoine urbain qui n'est pas habité, c'est un patrimoine qui est en déshérence, une sorte de décor, si vous voulez. Une ville, c'est d'abord et avant tout un milieu de vie. On doit y vivre. Un milieu qui est habité, qui est pratiqué, avec ses qualités en termes culturels, sociaux et fonctionnels. Et voyez-vous, ce n'est pas seulement une vision romantique. Il faut réussir à l'incarner. Et c'est là où se présentent en fait les défis.
Alors, pour venir plus particulièrement au bâtiment, évidemment, vous le savez bien, nos églises, celles qu'on prend en charge, sont toujours les plus belles, les plus exceptionnelles, les plus magnifiques. On va tous dire ça. Mais cette église-là a donc été érigée en 1851 et achevée en 53. Et effectivement, fait partie un petit peu du bijou du quartier Saint-Roch et la fierté des résidents. Et je me souviens d'un monsieur qui avait 96 ans, qui, au moment de certaines restaurations qu'on faisait, m'avait dit « Dis donc, petite, est-ce que tu sais comment on a monté les cloches là-haut » J'ai fait « j'imagine qu'il y avait des échafaudages. » Non, pas n'importe quel échafaudage. C'était des échafaudages qui étaient montés en colimaçon pour permettre aux chevaux, effectivement, de monter les cloches. Voilà. Après, il me disait, sais-tu comment on a construit cette église-là? C'est des pierres d'Écosse. Et oui, c'était les bateaux qui venaient d'Europe, qui amenaient ces pierres-là, puis on les réutilisait. Alors, voyez-vous, il y a toute une mémoire, tout un contexte historique qui est assez savoureux et qui rend une église aussi et son quartier extrêmement vivant. Voilà. Alors, Notre-Dame de Jacques-Cartier. Quand Mario Dufour, en fait, parce que c'était le curé, et la Fondation Saint-Roch, créée à son initiative, était gestionnaire de deux églises, Saint-Roch et Notre-Dame de Jacques-Cartier, est arrivé en 2000, aux alentours de 2000, et avait pour mandat, en fait, de se départir déjà de l'église Jacques-Cartier, parce qu'elle coûtait trop cher et parce qu'il n'y avait plus beaucoup de paroissiens qui s'y présentaient. Alors, en fait, on s'est dit, il faut trouver une façon de la sauver, cette église, tout de suite. Alors, il y avait 3 volets qui étaient importants à l'époque. C'était la lutte à la pauvreté, évidemment, forcément, d'où l'initiative aussi de la Corderie, qui est en fait un organisme de monnaie sociale, 1 heure équivaut 1 heure. Il y avait la notion de culture, je vous l'ai dit, que le beau passait vraiment par le petit trou de la charnière pour l'offrir à tout le monde et puis, pour le rendre accessible et le démocratiser, si vous voulez, d'une certaine façon. Et aussi toute l'animation de vie de quartier pour créer des plateformes de rencontres entre les différents participants et habitants du quartier. Alors, dans la pratique, rapidement, comment ça se traduit, ça? Parce qu'il faut chercher, il faut y penser. C'est créer une vision commune, ça paraît simple comme ça, mais il faut mettre des gens autour de la table, il faut les écouter, il faut les entendre. Qu'est-ce qui leur importe? Un partage de vie, mais ce partage de vie se reflète comment? Il veut dire quoi? Animer le quartier, ça veut dire quoi aussi? On anime quoi? Comment? Quels sont les centres d'intérêt relatifs et particulier à mon quartier? Il faut aussi développer une vision à long terme. Ça ne peut pas être quelque chose qu'on va essayer, une tentative sur un été, et puis on verra la fois prochaine. Il faut avoir une vision un petit peu plus à long terme pour créer quelque chose qui soit récurrent et qui soit vivant. Alors, ça, c'était notre église avant que nous la retravaillions, si vous voulez. L'idée avait été de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Les églises se mesurent beaucoup en mètres cubes, mais rarement en pieds carrés. Et la rentabilisation, évidemment, c'est les pieds carrés. Alors, comment on fait? L'idée avait été, alors vous voyez ici les transepts, de travailler et d'implanter des murs de gypse pour y créer des bureaux dans les espaces latéraux. Je m'explique, je vais passer une autre photo, vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez bien. Donc ici, l'église... J'ai pas de petite flèche? J'ai une petite flèche ou pas? Je crois pas grave. Alors, vous voyez ici sur votre gauche l'église avec la nef telle qu'elle était, et à votre droite, ce qu'elle est devenue. Ce qui était vraiment intéressant, et puis vous voyez que la vocation cultuelle, y était restée quand même pendant encore 2-3 ans, avant qu'elle soit désacralisée en 2012. Mais on a vraiment réussi à maintenir toute l'intégrité architecturale. Et c'est ça qui est passionnant. C'est qu'en fait, vous aviez toute la vocation communautaire avec tous les groupes qui sont présents dans cet édifice-là, et ils travaillent au quotidien, mais vous aviez en même temps encore toutes les activités cultuelles et ensuite culturelles. Alors, s'y prêtait évidemment parfaitement bien. Alors, vous voyez, c'était l'arrière de l'église. Aujourd'hui, c'est ce que c'est devenu. Voilà, c'est comme un couloir qui, en fait, dessert les 2 transepts dans lesquels sont des bureaux aujourd'hui et la partie centrale entre les 2 vitraux qui permet l'accès direct à la nef. Vous voulez des chiffres, sûrement. Généralement, les gens aiment bien les chiffres. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Ça nous a coûté 600 000 $. Alors, les travaux avaient été assumés à 83% par tout ce qui était ministère de la Culture, Conseil du patrimoine religieux, etc. Et puis aussi la ville de Québec.
Alors, l'église est à vocation multiple, vous le voyez, les bureaux ici, les espaces qui ont été transformés, toutes les activités que nous avons régulièrement avec nos paroissiens, les gens du quartier, etc. Ici, d'autres initiatives au niveau de tout ce qui était sacristie. Et puis, la chapelle du mariage, effectivement, s'est transformée également en bureau et en espace de rencontres et de lieux de rencontres, de conférences, de propositions diverses pour le milieu et les habitants du quartier. Alors, la cohabitation est extrêmement fluide et permet effectivement d'être très créatif. Par contre, la créativité se limite parfois par un contexte, extérieur, et en particulier tout ce qui est normes et codes du bâtiment. Vous savez bien que dans les jubés, généralement, vous avez 200 à 300 personnes qui y montent sans aucun problème, sans aucune entrave. Par contre, lorsque vient le temps de proposer des projets pour y implanter ce que nous voulions, par exemple, des ateliers d'artistes, qui étaient prêts pour une vingtaine de personnes, nous avons été confrontés au code du bâtiment qui exigeait des murs évidemment coupe-feu impossibles à réaliser, qui dénaturait l'église et encouraient des frais absolument exorbitants et qui nous ont finalement privés de cette initiative-là parce qu'on ne pouvait pas. Alors, il y a eu cette proposition aussi de la part de la Fondation aux parlementaux de retravailler ces normes-là pour aider les requalifications des églises, parce qu'évidemment, on savait très bien que nous n'allions pas être la seule à être confrontés à ces difficultés-là. Alors, vous voyez bien que finalement, on en a fait quelque chose de très intéressant, des lieux d'exposition, des lieux de conférences, des lieux d'animation de toutes sortes d'activités, à l'initiative justement des gens du quartier, et de tout âge et de tout acabit. Voilà. En route vers une coopérative de solidarité, ça veut dire quoi? Alors, on m'avait dit, prends ton bâton de pèlerin. Effectivement, ça a pris 3 ans de travail avec 4 études de faisabilité pour avoir vraiment une vision très, très juste de ce qui était viable dans le quartier et qu'est-ce qu'on pouvait implanter. Et là, pour ceux qui sont passés par ces étapes-là, vous comprenez bien que même le carnet de santé d'une église ne suffit pas à évaluer véritablement l'entretien d'un édifice. Même si on est créatif, même si on a les meilleures idées pour pouvoir requalifier une église, reste quand même toute la réalité quotidienne de l'entretien de ces bâtisses-là. Les travaux de reconversion d'une part, il y a aussi la question des assurances. Tant qu'on est avec la mutuelle des fabriques, il n'y a pas de souci, mais une fois que vous les quittez, ça tombe, les taxes municipales également. Alors il faut aussi penser à tous ces aspects-là. Alors, quand on a travaillé sur ces dossiers, on a travaillé sur son aspect architectural parce qu'il nous importait évidemment de sauvegarder l'intégrité patrimoniale, sa valeur d'usage, comment les gens habitent cette église-là, sa valeur environnementale dans le quartier, pourquoi, comment, et quelles sont les forces en présence également à travailler. Alors, l'idée première est évidemment de rendre le patrimoine utile à la communauté, grande priorité, rentabiliser les opérations immobilières parce que vous n'avez pas le choix. Alors évidemment, la nef, on entend bien, on comprend que c'est un revenu financier très très important, mais il faut aussi un savoir-faire pour pouvoir la louer, pour pouvoir y implanter des initiatives, inviter les gens et comment et pourquoi. Il ne faut pas que ce soit sur un seul milieu. Ça va ? Donc l'idée de créativité est assez rapide. On a travaillé avec l'Université Laval, par exemple, au niveau ethnologique, sur la mémoire des sœurs anciennes. On a un côté, évidemment, plus glamour avec le tournage de films. L'église est en bois, donc l'acoustique est exceptionnelle. Mais au-delà du glamour, pour ceux qui ont travaillé dans les églises, vous voyez la réalité quotidienne aussi avec laquelle nous sommes confrontés. Donc, retravailler, retrouver comment est-ce qu'on travaille, etc. Et dans la location de la nef, évidemment, aussi toute la latitude des locations. Donc là, c'était en l'occurrence les finissants de médecine, des étudiants en médecine qui se sont fait un gros party et qui sont montés sur l'hôtel. Et il a fallu travailler avec le centre de conservation pour pouvoir restaurer tous ces éléments-là. Finalement, nous sommes en fait propriétaires depuis le 5 novembre 2014, tous les groupes qui sont présents sont issus soit de la culture, de l'économie solidaire ou alors carrément de l'entraide.
Et vous voyez que les activités sont multiples, peuvent passer du culturel pur à des activités de 5 à 7, à des activités comme les fêtes d'Halloween par exemple. Et effectivement, le gros Casavant, qui est une de nos pièces rares et qui fait en fait la renommée aussi du quartier et de notre église. Donc vous voyez un petit peu qu'une construction se fait dans une église à long terme, que c'est quelque chose qui doit être réfléchi, qu'on ne peut pas se dire qu'en l'espace de 6 mois, nous allons être créatifs et trouver la solution miracle pour requalifier une église. Alors c'est ce qui fait un petit peu le tour de notre aventure. Je vous remercie pour votre attention.